Au sud de l'Angleterre, des ouvriers creusent des fondations pour construire une nouvelle autoroute. En excavant la terre, ils font une découverte stupéfiante. Dans une tombe peu profonde, repose un amas de squelettes sans tête et sur le côté, une pile de crânes entassés. Qui sont ces victimes? Pourquoi ont-elles été tuées? Qui a commis de telles atrocités? Pour le savoir, les chercheurs vont devoir résoudre un ancien crime. En reconstituant d'anciens textes, des aventures épiques. Je préfère affronter les coups. Alors frappez-moi au visage. Et en utilisant des techniques médico-légales de pointe, ils vont découvrir une histoire de cupidité, de trahison et de vengeance. Maintenant! C'est dans le Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre, sur une colline au carrefour d'une route romaine et d'un ancien sentier appelé Ridgeway, que se trouve le charnier. Cet ossuaire est à l'évidence très ancien. Cette affaire concerne donc davantage les archéologues que la police. On a retrouvé tout un tas de crânes ici. Ils sont tous entassés les uns sur les autres. Le docteur Tal Simmons est anthropologue judiciaire, spécialiste des cimetières militaires. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'est rare de voir des décapitations à si grande échelle. Je n'avais vu ça qu'en Bosnie, et c'était un charnier récent. La scène est aussi macabre que celle d'un meurtre moderne. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est difficile à regarder, cet amas de corps décapités et ce monceau de crâne juste à côté. C'est clairement de la barbarie. C'est un moment terrible de l'histoire. Quelque chose d'horrible s'est produit ici. Il faut qu'on sache qui étaient ces gens. C'est toujours la première question qu'on se pose. Qui sont-ils? Quelle est leur identité? Le problème de ce site, c'est que les corps ont été enterrés seuls. Il n'y a aucun objet avec eux. Rien pour nous donner une date ou une idée de qui étaient ces individus. Étrangement, cette tombe ne contient que des os. On s'attendait à trouver des flèches, des choses comme ça. Mais non. Ça laisse à penser qu'ils ont été... Déshabillés. Oui. Ce qui laisse présumer d'événements encore plus atroces. Angela Boyle et l'équipe d'Oxford Archaeology récupèrent tous les os pour les emporter dans leur laboratoire et les analyser. Mais ils ont déjà quelques pistes. C'est un fragment que je viens juste de dégager du sol. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est incroyable. Il s'agit d'un fragment de l'os temporal droit qui se situe par ici. Dessus, on voit très clairement la marque d'une entaille. C'est très net. Oui. À mon avis, c'est une épée qui a fait cette entaille, parce qu'elle est très nette, très égale. Oui. Mais je ne pense pas qu'on puisse couper la tête de quelqu'un de vivant avec une épée, à moins de lui attacher les mains dans le dos. On a dû les agenouiller pour les exécuter. Si je me mets comme ça, je vais me recroqueviller de peur et mon cou ne sera pas accessible. En revanche, si vous me donnez un petit coup dans le dos, je vais automatiquement me redresser, balancer mes épaules en arrière et lever la tête. Oui. Je sais, c'est sinistre, mais je pense qu'il a fallu leur attacher les mains dans le dos pour les exécuter.
Il n'y a qu'un seul problème. Aucun d'entre eux n'a les mains liées. Était-ce vraiment une exécution? Ou ont-ils été décapités post-mortem? Là est la question. Sur le site apparaissent déjà plusieurs pièces à conviction. Il y a 54 squelettes, mais seulement 51 crânes. Ils étaient nus. Leurs mains n'étaient pas attachées et leurs corps ont été balancés dans cette fosse. Est-ce le résultat d'une bataille, d'un massacre ou d'un sacrifice? Cachés parmi les corps, des indices d'une importance capitale pourraient lever le voile sur cette atrocité. Pendant des siècles, l'Angleterre n'a connu que violence, invasion et guerre civile. Il existe donc de nombreuses explications possibles à ce carnage. Avant que l'enquête ne puisse progresser, il faut déterminer la date exacte de ce massacre, car il pourrait tout aussi bien s'agir de Celtes, de Romains, de Saxons que de Vikings. Chaque squelette possède une horloge interne. Quand une personne meurt, l'isotope carbone 14, contenu dans ses os, commence à se désintégrer. En mesurant ce taux de carbone 14, on obtient donc l'âge de l'organisme mort. Le laboratoire vient de nous donner la réponse. Les victimes sont très certainement décédées entre l'an 980 et l'an 1030 après Jésus-Christ, l'une des périodes les plus agitées de l'histoire britannique. Il y a environ 1000 ans, l'Angleterre anglo-saxonne était attaquée de toutes parts par des guerriers païens, les Vikings, venus de Scandinavie pour faire fortune. L'archéologue Britt Bailey a grandi dans un pays ayant un héritage viking, le Danemark. Elle a toujours été fascinée par ses ancêtres et les ravages qu'ils ont causés. Elle est venue sur la côte sud britannique, là où l'âge viking et ses violences ont commencé. Le charnier est là-bas. Mais c'est ici, sur l'île de Portland, qu'on a rapporté le premier raid viking en Angleterre. Trois bateaux vikings ont navigué jusqu'ici en 789. Le roi Rive est venu à leur rencontre pensant que c'était des marchands, mais ils l'ont tué. C'est ce qui a marqué le début de l'âge viking en Grande-Bretagne. De nombreux raids ont suivi après cette première attaque. Après un siècle de conflit, un traité a finalement été signé. Les Vikings se sont installés en Grande-Bretagne et ils ont établi leur propre royaume, le Danelaw, sur la côte est et nord-ouest du pays. Pendant un siècle, ils ont vécu en paix et le royaume anglo-saxon a prospéré. Au tournant du millénaire, l'Angleterre était l'État le mieux organisé de tous les États d'Europe de l'Ouest. Il avait un langage unique, une religion unique et une autorité unique descendant d'un roi respecté par tous les habitants du royaume. L'Angleterre était non seulement un État incroyablement efficace, mais il était aussi très prospère. Mais la richesse peut aussi rendre très vulnérable. Voici l'Angleterre que les victimes du charnier auraient connue. Maintenant que tous les ossements sont mis au jour, on en fait une cartographie numérique 3D pour noter l'emplacement exact de chaque victime. Ensuite, l'archéologue Angela Boyle commence l'analyse de chaque squelette. C'est une découverte unique. On ne connaît rien de comparable. C'est ce qui la rend aussi excitante. Mais c'est aussi une découverte triste et émouvante, parce que ces individus n'ont pas connu une fin très heureuse. Les 54 victimes sont toutes de sexe masculin.
Étant donné le contexte de l'époque, c'était sûrement un groupe de guerriers. Angela commence par analyser les ossements les plus profondément enfouis, les premiers à avoir été jetés dans la fosse. La croissance du squelette n'est pas totalement terminée. La fusion de l'extrémité des os longs n'est pas complète, comme le montre cette ligne. Cela donne à Angela une bonne idée de son âge. C'est un homme plutôt jeune. Il a sûrement entre 19 et 20 ans. La longueur de son fémur nous donne sa taille. Cet individu devait mesurer dans les 1,80 m. Ses os sont gros et robustes. Ce qui est intéressant, c'est que le haut de son corps semble plutôt bien bâti. Angela fait une autre découverte surprenante. La tête du fémur est plus petite que la tête de l'humérus. Ça suggère que cet homme devait régulièrement effectuer une activité qui sollicitait le haut de son corps. En l'an 980, après une paix d'1 siècle, les Vikings sont revenus piller les richesses du royaume anglo-saxon. Beaucoup ont cru que c'était le début de la fin. À l'aube du nouveau millénaire, les anglo-saxons avaient la sensation que c'était la fin de l'ordre et de la prospérité qui régnait en Angleterre, et que toutes ces calamités étaient le signe avant-coureur d'un effondrement total du royaume. C'était l'annonce du jugement dernier. La chronique anglo-saxonne est l'une des plus grandes œuvres littéraires anciennes. Écrite par des moines à la fin du IXe siècle, elle relate l'histoire des anglo-saxons. En l'an 979, elle décrit le couronnement d'un roi impopulaire qui a attisé la peur de l'Apocalypse, Ethelred le Malavisé. Cette année-là, Ethelred a été sacré roi. C'était un dimanche, 14 jours après Pâques. Cette même année a vu l'apparition d'un nuage rouge sang, semblable à des flammes. C'est particulièrement troublant parce que tout le monde savait que l'apparition dans le ciel de nuages de sang était le signe de la fin du monde. Dès le début, Ethelred était un roi marqué par une sombre prophétie. La datation au carbone 14 montre que les 54 hommes du charnier auraient pu mourir durant le règne chaotique d'Ethelred. Mais de quel côté étaient-ils? Les Vikings sont retournés dans le Dorset encore et encore. D'ici, ils pouvaient facilement s'enfoncer dans le royaume britannique. Les corps retrouvés dans la tombe sont donc probablement des anglo-saxons qui défendaient leur territoire. Aucun objet n'a été retrouvé dans la tombe. Il n'y a donc aucune certitude quant à l'identité des victimes. Les enquêteurs doivent approfondir leurs recherches en se tournant vers la science. Toute la vie de ces victimes est contenue dans leurs dents. Le professeur Jane Evans de l'Institut d'études géologiques britanniques analyse l'une d'entre elles. C'est formidable tout ce qu'une dent peut nous apprendre. On peut reconstituer le passé d'une personne, son enfance, ses déplacements, tout ça avec une simple dent. Je vais séparer le strontium et l'oxygène de l'émail de la dent
Et je vais observer la composition des isotopes. Les isotopes strontium vont nous dire dans quelle région la personne a grandi, géographiquement. Et les isotopes oxygène vont nous dire dans quel type de climat il a passé son enfance. L'émail des dents se forme pendant l'enfance et sa composition reste inchangée jusqu'à sa mort. Pendant sa formation, il fixe le strontium et l'oxygène provenant de la nourriture et des boissons ingérées, ce qui permet de conserver la signature isotopique de l'endroit où on se trouve. La machine est en train de mesurer la composition de l'isotope strontium contenu dans la dent. Quand l'analyse sera terminée, on aura un taux qui nous permettra d'identifier l'endroit où la personne a passé son enfance. C'est merveilleux d'être là, à attendre devant le spectromètre que la réponse arrive. Et quand elle arrive, d'être la seule à la connaître, avant de courir pour aller la dire à quelqu'un. Mais en général, avant, on vérifie tous ces calculs. Le scénario le plus probable, c'est que les victimes sont des anglo-saxons tués par des raids vikings. Si c'est le cas, leurs dents montreront qu'ils ont grandi au sud de la Grande-Bretagne. Les points auraient été situés ici, s'ils avaient passé leur enfance en Grande-Bretagne. Mais tous les individus se situent dans cette zone du graphique, là où le climat est plus froid. Toutes ces personnes ont donc grandi dans un climat très froid. C'est la première fois que Britt a l'occasion d'analyser les isotopes de Jane. Les résultats sont totalement inattendus. Ce qui saute aux yeux, c'est que les victimes ne sont pas anglo-saxonnes. Elles ne sont pas d'Angleterre, mais de Scandinavie. Ça signifie donc qu'il s'agit de vikings. On considère souvent les anglo-saxons comme les victimes des vikings, jamais l'inverse. Cette découverte nous oblige à changer complètement notre façon d'appréhender cette tombe. Chose incroyable, les victimes sont toutes scandinaves. Britt doit maintenant découvrir pourquoi ces 54 vikings se sont fait décapiter. Un tel massacre de vikings a sûrement été rapporté dans la chronique anglo-saxonne. Il n'en reste que 9 copies dans le monde. La plus ancienne se trouve ici, à l'université de Cambridge. Non seulement elle a été écrite par des anglo-saxons à la période qui nous intéresse, mais elle a aussi été rédigée dans leur propre langue, en vieil anglais ou anglo-saxon. C'est un compte-rendu annuel et détaillé des événements les plus significatifs du pays. Le texte est divisé en 2 colonnes. À gauche, les dates, et à droite, l'événement correspondant. J'espère trouver quelque part dans ces pages des indices sur ce qui s'est passé ce jour-là dans le Dorset. Britt recherche des événements qui auraient pu conduire à la capture et au massacre de ces vikings. Nous savons que durant cette période, les batailles se sont intensifiées. En l'an 991, on observe déjà les prémices de la bataille de Maldon. Olaf Tryggvason a attaqué Folkestone avec 93 bateaux. Puis il s'est rendu à Maldon dans l'Essex. Là, il a retrouvé Hildorman Brisnos, qui se battait avec son armée. La chronique rapporte que Brisnos a mené l'armée anglo-saxonne dans une bataille contre la horde viking. Les détails de cette bataille sont relatés dans un ancien poème épique anglo-saxon. Parmi ces hommes se tient un comte valeureux qui défendra le royaume d'Ethelred, sa patrie.
Vous, les païens, tomberez sur le champ de bataille. Brisnos a dégainé son épée large et tranchante. Et il a défendu sa terre contre cette armée. Les guerriers tombaient les uns après les autres. La mort s'est abattue sur la terre. Mais l'ennemi était tenace. Brisnos a déchaîné ses hommes. Farouchement, il n'a pas économisé les coups d'épée. Et les guerriers condamnés sont tombés un par un à ses pieds. Malgré son combat héroïque, l'armée anglo-saxonne de Brisnos a perdu la bataille. Le poème raconte que les deux camps ont subi de lourdes pertes. Ces victimes décapitées pourraient-elles être des guerriers capturés ou des prisonniers de guerre? Si c'est le cas, leurs os devraient présenter des blessures de guerre. As-tu observé des blessures sur les membres inférieurs, des blessures défensives ou des coups reçus pendant un combat? Il y a étonnamment peu de traces de blessures, outre celles liées aux décapitations. Ces hommes n'ont pratiquement aucune blessure de guerre, à part quelques lésions mineures. Il y en a quelques exemples. Là, c'est une blessure à la main gauche causée par une arme blanche avec une lame acérée. Il s'agit clairement d'une blessure défensive. L'individu s'est protégé avec la main. La rareté des blessures prouve qu'il ne s'agit pas de victimes de guerre. Si ce n'était pas des victimes de guerre, il faut rechercher d'autres événements qui auraient pu concourir à leur mort. La chronique anglo-saxonne mentionne un autre fait intéressant, le massacre de la Saint-Brice. À l'aube du premier millénaire, la prédiction de l'Apocalypse semblait sur le point de se réaliser. Les Vikings multipliaient les raids. Le roi Ethelred prit alors des mesures draconiennes. Le 13 novembre 1002, jour de la Saint-Brice, restera l'une des dates les plus sanglantes de l'histoire britannique. Le roi Ethelred ordonna de tuer tous les Danois établis sur ces terres le jour de la Saint-Brice. Car il pensait qu'il voulait attenter à sa vie et à celle de ses conseillers pour s'emparer de son royaume. Je pense que le massacre de la Saint-Brice est loin d'être la volonté d'un roi qui a perdu la tête, mais plutôt celle d'un roi qui veut reprendre le contrôle de son royaume. Les squelettes du Dorset ont-ils été les victimes de la tuerie qui a eu lieu le 13 novembre 1002? Le meilleur moyen de le découvrir est de comparer ce charnier à d'autres tombes liées au massacre de la Saint-Brice. Un autre ossuaire effroyable a été récemment découvert à 150 km de là, à Oxford. Britt est allé voir si les victimes avaient les mêmes blessures que les hommes du Dorset. Quelle est la cause de la mort de ces individus? Celui-ci est un bon exemple. Il a de multiples blessures et notamment des entailles au niveau de la colonne vertébrale. Ça, c'est le fémur. On voit clairement qu'il a été coupé en deux par une lame, celle d'une épée ou d'une hache. On l'a frappé ici, à l'arrière. Le crâne présente plusieurs signes de trauma évidents. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été frappé à plusieurs reprises par une arme blanche, une épée ou une hache. Il y a 2 cicatrices sur l'avant du crâne et d'autres marques sur le dessus et à l'arrière.
En plus, on pense qu'il a également reçu 2 coups de lance parce qu'on voit 2 petits trous triangulaires sur le haut du crâne. On voulait clairement le tuer. Oui, ça c'est sûr. Et apparemment, il ne s'est pas laissé faire. Les individus de la tombe d'Oxford semblent avoir été tués au cours d'un massacre effroyable, une véritable frénésie. En revanche, ceux du charnier du Dorset semblent avoir été tués de manière beaucoup plus ordonnée. Ça ressemble plus à une exécution. La plupart des squelettes du Dorset n'ont qu'une blessure, la décapitation. Ils sont donc très éloignés des squelettes d'Oxford qui présentent de multiples blessures. Mais qu'est-ce que ces ossements révèlent de plus sur la façon dont ils sont morts? Ces 2 parties vont ensemble. C'est la seconde vertèbre cervicale qui se situe à peu près ici. Sur la partie supérieure, il y a ce qu'on appelle l'odontoïde, une protubérance osseuse en forme de dent. Là, elle a été tranchée. Net. Oui, elle a été coupée net. Ce petit indice en dit long sur la façon dont ils ont été tués. On sait comment ils ont été décapités? Apparemment, par devant. Donc ils étaient face à leur bourreau. Oui, c'est ça. Et ils ont tous été exécutés de façon aussi expéditive? Dans la majorité des cas, oui. Il y a quelques exemples où les victimes ont reçu 2 ou 3 coups. Sûrement parce que le premier coup aux vertèbres n'a pas été suffisant pour tuer l'individu et récupérer sa tête. Les entailles montrent que l'arme utilisée était redoutablement efficace. Là, il y avait l'oreille gauche. Encore une fois, on voit une coupure très nette sur cet os. C'est la mastoïde, une saillie située juste derrière l'oreille. C'est l'un des os les plus épais de notre crâne. Et pourtant, la lame semble l'avoir traversé avec une facilité déconcertante. La plupart des squelettes ne présentent qu'une seule blessure à la gorge. Ils étaient forcément vivants quand on les a décapités. Savoir quelle était l'arme du crime et comment elle a été utilisée pourrait nous permettre de comprendre pourquoi ils ont été tués. Britt se tourne vers le spécialiste des armes, Gordon Summers. Nous savons maintenant qu'ils étaient vivants quand ils ont été décapités. C'est donc ça qui les a tués. Quelle arme a été utilisée? Si la décapitation avait été faite post-mortem, j'aurais dit une hache. Ils auraient étendu le corps par terre et ils lui auraient coupé la tête comme on coupe du bois. Mais c'est une arme très lourde. Elle aurait broyé les vertèbres. Donc, à mon avis, ce n'est pas l'arme qui a été utilisée ici. Ça nous laisse quelle option? La mieux placée, c'est l'épée. C'était une arme très prisée à l'époque, autant chez les Vikings que chez les Anglo-Saxons. Les bords de la lame sont en acier trempé, un acier forgé capable de trancher les os les plus solides. C'est une arme qui se transmet de père en fils. Gordon va nous montrer la puissance dévastatrice de l'épée anglo-saxonne. La tête n'est pas complètement détachée, mais on voit à quel point la blessure est profonde. La vertèbre n'a pas été broyée, la coupure est nette. La vertèbre est complètement découpée. Oui. Ce qui retient la tête, ce sont les muscles à l'arrière. Mais les entailles ne sont pas le plus intéressant. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça signifiait pour un Viking de mourir par l'épée en regardant son assassin dans les yeux? Utiliser l'épée contre un ennemi qui possède un tel degré de courage, c'est aussi une grande marque de respect. Ce sont des guerriers tués par une arme de guerre,
ce qui permet de montrer leur qualité de combattant. C'était très important à l'époque. Qui étaient ces hommes courageux qui n'hésitaient pas à regarder leur assassin dans les yeux? Une ancienne épopée viking ressemble beaucoup aux événements qui ont eu lieu dans le Dorset. Elle relate l'histoire d'une troupe de mercenaires particulièrement redoutables, les Jomsvikings. Même si la réalité historique de ces textes est controversée, ils donnent un aperçu fascinant du monde des Vikings. Ce qui est très curieux, c'est que l'épopée des Jomsvikings décrit une exécution qui semble très proche de celle qui a eu lieu dans le Dorset. Cette épopée évoque une bataille qui s'est déroulée en Norvège, où les Vikings ont été faits prisonniers et ont été exécutés par un autre groupe de Vikings. Elle est écrite en vieux norrois. Ça dit Le comte a ordonné à ses hommes de les poursuivre et de les faire prisonniers. Les Vikings n'ont opposé aucune résistance. Les 70 hommes ont été amenés sur le rivage et ils ont tous été attachés avec la même corde. Puis Porkelleira leur a coupé la tête. Un des Vikings a dit « Je suis heureux de mourir comme tous mes camarades. Mais je ne vous laisserai pas nous abattre comme des moutons. Je préfère affronter les coups. Alors frappez-moi au visage. Et voyez si je blêmis. » Ici, c'est un Viking qui veut regarder la mort en face et son bourreau dans les yeux. Il veut mourir en homme courageux. Ce qui s'est passé dans le Dorset est peut-être une reproduction de cette exécution rituelle. Les squelettes vont-ils révéler un lien encore plus étroit entre l'épopée des Jomsvikings et les événements dans le Dorset? Angela a trouvé des indices étonnants. C'est très excitant. Ça, ce sont les dents de devant, les incisives. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux dents présentent toutes les deux des sillons. Elles ont été limées. D'accord. On distingue un certain nombre de petites rainures. Et ce genre de modification dentaire a déjà été observé autre part? À ma connaissance, il n'y a pas d'autre exemple en Grande-Bretagne jusqu'à aujourd'hui. En revanche, il y en a quelques-uns en Scandinavie. Alors, trouver le premier exemple de l'image dentaire en Grande-Bretagne dans un contexte viking, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment extraordinaire. Certains disent que ces sillons étaient parfois recouverts de pâte colorée pour les mettre encore plus en valeur. Oui. Cette découverte unique permet de relier ces hommes aux plus célèbres des guerriers Jomsvikings. Ce phénomène de dents limées provient peut-être d'une personne de haut rang social de l'époque des Vikings, le roi Harald à la dent bleue. Son surnom vient peut-être du fait qu'il a limé sa dent de devant et l'a colorée en bleu. Selon certaines sources médiévales, Harald à la dent bleue aurait fondé le clan des Jomsvikings, l'un des groupes de mercenaires les plus redoutés. Des guerriers professionnels prêts à tout pour s'enrichir. Les hommes du Dorset pourraient-ils être des mercenaires Jomsvikings? Avec cette nouvelle piste, Britt repart consulter la chronique anglo-saxonne à la recherche d'événements impliquant les Jomsvikings. Entre l'an 980 et l'an 1000, les Vikings ont multiplié les raids et les batailles avec les Anglo-Saxons. La terre des Anglais était très hostile.
Les Vikings ne cessaient de brûler et de piller les villes britanniques. La chronique anglo-saxonne raconte que le roi Ethelred aurait donné énormément d'argent aux Vikings pour qu'ils mettent fin à leurs attaques. Pour faire cesser cette terreur qui parcourait les côtes britanniques, les Anglais ont décidé d'acheter les Danois. Ils leur ont versé 10 000 livres. Ce qui représente plus de 58 millions d'euros. Mais en vain. Alors, Ethelred a changé de tactique. Il a offert aux Vikings de l'or et de l'argent pour qu'ils changent de camp et qu'ils se battent pour lui en tant que mercenaires. Il a recruté des Vikings pour qu'ils se battent contre d'autres clans de Vikings. On a surtout entendu parler d'un mercenaire appelé Palig. Palig et son équipe de mercenaires ont été payés par Ethelred pour protéger son royaume. Mais comme le raconte la chronique anglo-saxonne, Palig a trahi le roi. Ce sont des soldats qui sont prêts à se battre au nom de celui qui leur donnera le plus d'argent. Ces mercenaires ne sont pas fiables et ils changent de camp dès qu'un seigneur est disposé à leur offrir plus. Palig a abandonné le roi Ethelred malgré tout l'or et l'argent qu'il lui avait versé. Et il a rejoint les Vikings avec tous les bateaux qu'il a pu ramener. Tous les indices laissent à penser que les hommes du Dorset étaient des mercenaires vikings qui ont peut-être payé le prix fort pour leur trahison. Mais un mystère demeure entier. Pourquoi cette colline à découvert a été choisie comme lieu de l'exécution? Britt emmène Alex Langlands, archéologue du paysage, sur la scène du crime. Tu es nerveuse, Britt? Moi? Non. Mais toi, je sais que tu l'es. Ça va aller. Je suis mort de trouille. J'espère juste que de là-haut, on verra des choses magnifiques pour que j'arrête d'y penser. On dirait que d'ici, le paysage prend vie, non? Oui, c'est vrai. Au sud, on peut déjà voir Portland. C'est là que la période viking a réellement commencé en Angleterre. C'est ici qu'ils ont fait leur premier raid en l'an 789. Tout à fait. C'est ce qui pourrait expliquer l'emplacement de cette exécution. Voilà, le charnier se trouve juste en dessous. C'est un carrefour très important. Il y a le Dorchester au nord, la plage au sud, la route romaine qui les relie et le Ridgeway, qui était aussi très fréquenté. C'était un carrefour très important, si ce n'est le plus important de tout le comté. C'est vrai. Le Ridgeway est juste là. C'est l'une des routes les plus anciennes de Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, c'est devenu une des autoroutes majeures du pays. Tout du long, le Ridgeway est bordé de tumulus. Regarde ce tumulus. Impressionnant. On les retrouve tout au long du Ridgeway. Ces tumulus sont antérieurs à la période saxonne. Comment étaient-ils vus et interprétés par les gens de l'époque? Ils avaient encore une signification rituelle. Mais étant donné l'importance de la religion chrétienne à l'époque, ils étaient davantage associés à des aspects démoniaques et déviants de la société. À l'époque, quand on voulait tuer une personne qui avait commis un crime contre le royaume, il fallait le faire à un endroit où sa mort aurait un impact. Tuer quelqu'un sur ou près d'un tumulus, cela avait une signification importante pour les anglo-saxons, autant que pour les vikings. En arrivant sur le site de l'exécution, Alex pense à une autre raison qui pourrait expliquer pourquoi les 54 squelettes et les 51 crânes étaient enterrés ici.
C'est un endroit visible de très loin. D'ici, on peut voir l'île du Portland, on peut voir Weymouth et Dorchester, mais aussi toutes les personnes qui empruntent cette route. Tout le monde savait sûrement que c'était le lieu d'une exécution. D'ailleurs, s'il manque des crânes, et c'est souvent le cas, c'est parce qu'ils étaient plantés sur des piquets, comme on peut le lire dans des documents de l'époque. Donc, s'il vous manque des crânes... Justement, il nous manque des crânes. Tu penses qu'ils ont planté ces têtes aux abords du site pour que les gens sachent qu'il y avait eu une exécution ici? Tout à fait. C'est une sorte de déclaration, pas seulement pour les Vikings et les autres pilleurs, mais aussi pour les habitants anglo-saxons. Avec cette exécution, le roi montre que c'est lui qui dirige ici. Ici, nous avons redécouvert un morceau de l'histoire britannique qui a été complètement oublié pendant un siècle. Et nous avons réussi à reconstituer les faits. C'est une image frappante d'un épisode sombre de l'histoire. Étant donné les indices relevés dans la tombe, il est clair que ces personnes n'ont pas été tuées au cours d'une bataille. Elles ont donc certainement été prises en embuscade. Maintenant! Moins nombreux, encerclés et désarmés, les Vikings ont dû se rendre et ils ont été emmenés sur un site significatif, le Ridgeway, et plus précisément au carrefour d'une route romaine majeure et du Ridgeway. Les Vikings ont été emmenés sur ce site proche d'un tumulus, avec toutes les associations païennes et obscures que cela comporte. On a retrouvé 54 corps dans la fosse. Ce chiffre est forcément significatif. On sait que les dracars des Vikings pouvaient facilement transporter une soixantaine d'hommes. Alors, peut-être que ces squelettes, c'était l'équipage d'un bateau. L'étude des squelettes étaye cette hypothèse. Souvenez-vous, la tête du fémur est plus petite que la tête de l'humérus. Certains squelettes avaient le haut du corps très développé, ce qui est cohérent avec le physique d'un rameur. C'étaient des frères d'armes qui vivaient et se battaient ensemble. Et leur squelette révèle un autre indice sur leur mort. On pensait que ces hommes avaient été décapités par derrière, mais ici, c'est un cas très inhabituel où les victimes ont été décapitées par devant. Les Vikings se battaient pour l'honneur et la gloire. Ces hommes voulaient montrer qu'ils n'avaient pas peur de regarder leur bourreau droit dans les yeux. Ils voulaient mourir en gardant leur honneur sauf. À l'aube du premier millénaire, l'épopée des Jomsviking était connue à travers tout le monde viking. Mais peut-être que ce groupe d'hommes voulait simplement rivaliser avec la mort héroïque de ces grands vikings décrits dans l'épopée. Non seulement ces hommes vivaient et se battaient ensemble, mais ils sont également morts ensemble. Mais cette exécution aura été vaine. L'Angleterre anglo-saxonne était condamnée. Le royaume d'Ethelred s'est effondré et les Vikings se sont emparés du pays. Les Vikings décapités sont restés dans leur tombe des centaines d'années. Ils ont attendu plus de 1000 ans avant que leur histoire puisse être racontée.